Euh, alors, canon à neige pour pouvoir skier l'hiver, et ça ne va s'accentuer. Quantité d'eau astronomique pour remplir les piscines l'été, et ça va s'accentuer. Vêtements fabriqués à l'autre bout du monde, avec toujours plus de fibres synthétiques, donc de plastique. Déplacement des supporters pour assister à des événements, avec toujours plus de carburant. Le sport et les pratiques qui y sont associées sont loin d'être écologiques. Les liens entre sport et climat ont mis du temps à émerger. Et pourtant, les enjeux environnementaux liés au sport sont énormes, et ce, à plusieurs niveaux. La consommation d'eau, la consommation d'énergie, les infrastructures, le transport et même l'alimentation. Notre prochain intervenant sait de quoi il retourne, puisqu'il en a fait son cheval de bataille depuis 20 ans. Je vous demande d'accueillir bien chaleureusement Monsieur Maël Besson. Bonsoir, donc oui, je m'appelle Maël Besson, ça fait à peu près une vingtaine d'années que je travaille sur les questions de transition écologique du sport, d'abord au ministère des Sports, en charge d'un bureau qui pour objectif d'intégrer les enjeux environnementaux dans les politiques sportives, puis au WWF France en tant que responsable et porte-parole sport, et puis maintenant je suis indépendant, j'accompagne des acteurs, plutôt des instances nationales, voire internationales, sur les questions de atténuation de leur empreinte et adaptation au changement climatique. Et puis je garde évidemment pas mal d'investissements dans des ONG ou des comités de réflexion prospective sur la course au large en 2030, dans le Shift Project sur la partie sport et différents engagements comme ça. Je vais vous partager une des conclusions, en tout cas un des éléments qui me semble être une des clés pour réussir la transition écologique. C'est s'autoriser à ce que cela soit différent. Donc, je vous ai dit, moi je travaille sur la question... Non, ça ne marche pas. Il y a deux boutons pour le moment, normalement. Magnifique. Je travaille sur les questions de sport, environnement, de comment on rend conciliables les deux. Donc évidemment, première chose qu'on imagine, c'est l'impact du sport sur l'environnement. On en a donné quelques exemples, les émissions de gaz à effet de serre de nos grands événements sportifs, de déplacements de tous les week-ends pour aller participer ou aller pratiquer son sport, de nos athlètes. On peut parler aussi de l'impact sur la biodiversité ou les milieux par la construction de nos équipements sportifs, nos infrastructures, notre alimentation, tu l'as dit, les aménagements aussi pour accéder dans nos stations de montagne, sur le littoral, toutes les infrastructures qu'on peut mettre en place. Voilà autant du sport sur l'environnement qui deviennent inacceptables et qu'il faut réduire. Mais le sujet ne s'arrête pas là. Le sport influence nos citoyens, nos comportements, nos idéaux de pratique, nos idéaux de consommation. Une personnalité sportive qui boit une boisson à l'écran dans une bouteille en plastique, son impact environnemental n'est pas d'une bouteille en plastique, mais de X bouteilles en plastique consommées par effet d'imitation. C'est d'ailleurs pour ça qu'on a autant de sponsoring dans le sport, c'est bien que ça façonne, ça influence nos modes de vie, nos consommations, nos idéaux, nos constructions, nos imaginaires. Et ces comportements, évidemment, ils ont aussi un impact sur l'environnement. Je vous ai mis des travaux du MIT que je trouve assez intéressants sur la probabilité des personnalités. En gros, de quelle personnalité on garde la mémoire au fil du temps. Et on voit que les personnalités sportives sont de plus en plus prégnantes, de plus en plus importantes. Alors, ça s'est arrêté aux années 2000, je pense que les influenceurs ont pris aussi une grande part maintenant, mais les athlètes, les sportifs en font partie. Il y a une expérimentation en psychologie sociale, et je pense que c'est une des clés de notre inaction dont on parle. Une des clés, c'est nos biais cognitifs, le fait de changer. Il y a une expérimentation en psychologie sociale que je trouve super intéressante, que j'appelle celle de l'arrêt de bus. Si vous avez une personne qui se fait importuner dans un arrêt de bus, vous avez plus de chances d'avoir quelqu'un qui s'interpose s'il n'y a qu'un seul témoin que s'il y a 10 témoins. Pourquoi? Parce que s'il n'y a qu'un seul témoin, il a 100% de la responsabilité d'intervenir ou non. S'il y a 10 témoins, chacun a 10% de la responsabilité d'intervenir ou non. Donc imaginez sur les enjeux environnementaux, on est 8 milliards de responsables. Notre part individuelle de responsabilité, elle est infime. Si en plus
on la met à côté de l'effort que ça me demande de changer mon comportement, de venir en vélo au boulot même s'il pleut, de renoncer au voyage, à l'avion et à d'autres choses, et si en plus on se compare à notre empreinte avec quelqu'un qui pollue moins, qui pollue plus, pardon, et évidemment il y a toujours quelqu'un qui a un impact plus important, et bien en fait notre intention de changement elle est anéantie et on n'arrive pas à passer à l'acte. Ce qui est intéressant sur cette expérimentation, c'est que quand elle continue, si on a 1, 2 ou 3 des 10 témoins qui se met à intervenir, tout le monde se met à intervenir. Pourquoi? Parce que personne n'a envie d'être celui qui n'intervient pas. Ça s'appelle tout simplement la norme sociale. Et à mon sens, le sport peut, et même a le devoir de jouer ces 1, 2, 3 témoins, surtout, encore une fois, quand on regarde la part qu'ils ont dans l'écoute médiatique. Évidemment, ces dérèglements, ces impacts sur l'environnement génèrent des dérèglements. On a le dérèglement climatique, notamment, qui a des impacts sur le sport. Parler du taux d'enneigement dans nos stations de ski, la montée des eaux sur les clubs de voile, le nombre de jours chauds, de canicules, de forte chaleur sur la capacité de tout un chacun à pratiquer l'été. On a calculé, quand j'étais au WWF, que dans un monde à plus 2 degrés, on aura à peu près 25 jours de plus par an qui va dépasser les 30 degrés ou de lesquels on va déconseiller la pratique sportive parce que pour des questions de santé, le sportif amateur est en danger. On a le problème aussi sur les terrains engazonnés. Clairement, on ne sait pas comment on va entretenir, avec les sécheresses qui vont être multipliées par 4, les forts moments de forte chaleur, on ne sait pas comment entretenir tous les terrains engazonnés sur lesquels jouent nos enfants, tous les pratiquants. Mais ces dérèglements environnementaux, il faut que je pointe dans quel sens? Je n'ai pas encore compris. Voilà, ça a l'air d'être par là, vers le rideau. Ces dérèglements environnementaux impactent aussi sur le citoyen. On a de plus en plus des citoyens qui n'ont pas d'eau potable, par exemple, chaque été. Et évidemment, ça modifie les attentes et l'acceptabilité qu'on a sur le sport, qui consomme des ressources, qui a un impact, et on a une acceptabilité qui change. Donc, pour rendre compatibles les choses, il y a, entre le sport avec les enjeux environnementaux, il y a 2 choses à regarder. Il y a d'abord la sensibilité. Quel est l'impact de tel aléa climatique, de telle trajectoire de réduction d'émissions de gaz à effet de serre sur les disciplines sportives ou même sur les composantes de disciplines sportives? Quelle est la sensibilité de mon stade vis-à-vis du changement climatique? Quelle est la sensibilité de mon événement sportif vis-à-vis de la nécessité de réduire le transport aérien? Donc c'est toute cette sensibilité-là. Deuxième chose, c'est la capacité d'adaptation. Est-ce qu'on peut s'adapter ou pas à ces aléas climatiques ou ces nécessités de réduction? Et puis, quand on remplit la grille, on a une zone verte où en gros, soit ce n'est pas très impactant pour nous, pour notre activité ou pour la composante de notre activité, soit on est capable de s'adapter. On a des zones blanches ou plus ou moins oranges, où là, il va falloir adapter ou modifier une certaine partie de nos activités sportives. Celles auxquelles on se raccroche le plus souvent, c'est les solutions technologiques. Ça fait partie de la solution. La performance énergétique des bâtiments est une solution technologique pour à la fois s'adapter aux fortes chaleurs et aux dérèglements climatiques et à la fois réduire notre consommation de fluides, de ressources. On a des solutions organisationnelles aussi, modifier les calendriers, modifier les règles sportives pour avoir des postes d'hydratation, modifier les circuits internationaux pour que les athlètes n'aient pas l'obligation de traverser X fois la planète par an pour pouvoir faire le circuit. Donc, c'est des solutions organisationnelles. Et puis, on a une zone rouge que j'appelle c'est là où on va retrouver, pour moi, ce que j'appelle les incompatibilités dures. Par exemple, le transport aérien, pour nos événements sportifs, on peut le prendre dans tous les sens. C'est mathématiquement incompatible avec les limites planétaires. Ça veut dire que toute activité qui est dépendante d'un public ou d'un touriste qui vient de loin en avion est incompatible avec les limites. Et c'est là où il faut le traiter en premier. Donc, comment on fait? Justement, pour moi, on s'autorise à ce que ça soit différent. Il faut revenir aux fondamentaux. Qu'est-ce qu'on vient chercher dans une discipline sportive? Qu'est-ce qu'on vient chercher dans un événement sportif? Les émotions, le plaisir,
l'effervescence, la rencontre avec la performance sportive, posons-les, et puis posons-nous la question de est-ce que ce qu'on connaît actuellement, le modèle actuel, est la seule manière d'y répondre? Moi, ce que je viens chercher dans le sport, c'est l'adrénaline. Clairement, moi, j'ai besoin d'avoir de l'adrénaline et je suis plutôt sport extrême. Est-ce que j'ai besoin de sauter dans un avion en parachute pour avoir de l'adrénaline? On a beaucoup plus de manières de répondre à un besoin que de besoins, au final. Un événement sportif, les JO d'hiver, c'est un sujet d'actualité. Est-ce que, objectivement, des JO de montagne ne pourraient pas répondre à nos besoins de spectacle, de performance sportive, autant que des JO d'hiver? Ouais, ça change. Ça change. Mais justement, il faut s'autoriser à ce que ça soit différent. Et quand on commence à s'autoriser à ce que ça soit différent, en fait, les perspectives se réouvrent. Le ski, le biathlon peut devenir un sport urbain. En termes de développement de la pratique, c'est même peut-être plutôt intéressant. Et en fait, si on regarde, les transformations peuvent déjà exister. 50% des compétitions officielles de biathlon se font sur ski roue. On est déjà sur cette réalité-là. 100% des compétitions de cascade de glace se font sur du bois. Parce qu'on n'est pas capable d'assurer la cascade de glace. Alors, ce qui est très rigolo, c'est qu'on continue à les organiser dans des endroits où ils font très froid et pour lequel le public ne vient pas parce qu'on se caille. Et objectivement, on pourrait le faire. Donc, les cartes des attachements, c'est très intéressant. Et du coup, on pourrait aller beaucoup plus loin et aller sur s'autoriser à ce que ce soit différent pour imaginer tout ce qu'on veut et que finalement, le matériel qui est obsolète devienne des éléments architecturaux ou alors que des stades olympiques deviennent des collines boisées dans des stades, dans des villes, et qu'elles participent à la résilience des villes, à l'absorption, que ce soit un puits de fraîcheur. Et ça, c'est un projet d'un ami architecte qui avait fait ça pour les JO de Tokyo. Donc, il a été finaliste, mais pas retenu. Mais pour moi, c'est cette question qu'il faut. C'est la conclusion à laquelle j'arrive, en tout cas, que s'autoriser à ce que cela soit différent, c'est une des clés, à mon sens, pour réussir la transition écologique de notre société. Voilà, merci.